Vous le savez, mais dans le cinéma d'horreur, fantastique ou bien sûr de science-fiction, la figure de l'alien ou de l'extraterrestre est assez fréquente. Mais surtout, elle offre des possibilités presque infinies en termes d'imagination, puisqu'elle désigne juste une forme de vie qui proviendrait d'une autre planète. Dans mon bestiaire de l'horreur, nous avons déjà eu l'occasion de revenir sur les Yoja, l'espèce extraterrestre de la saga Predator, ou sur la mutante, beaucoup plus sexy, sans oublier les Critters, ces petites boules de poils affamées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des antagonistes déjà radicalement différents les uns des autres. Et bien sûr, il en reste des dizaines à passer en revue, et si ce n'est toujours pas le grand moment du xénomorphe, sans doute le bestiaire qui m'est le plus demandé depuis la création de l'émission, il est temps de parler d'un groupe d'antagonistes également très populaire et aux antipodes de ceux que j'ai déjà eu l'occasion de traiter jusqu'ici. Et c'est également le moment pour moi de revenir sur l'un de mes traumatismes d'enfance, découvert via la VHS de mes parents, en cachette, au beau milieu de la nuit. C'est donc un épisode un petit peu particulier pour moi. Bref, nous avons pas mal de choses à dire, alors passons tout de suite au plat de résistance. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré aux arachnides de la saga Starship Troopers. Would you like to know more? Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Bon, au cas où ça n'était pas encore clair, l'épisode du jour ne porte non pas sur un seul individu, comme dans la majorité des cas, mais bien sur une multitude d'entre eux. Une armée, une espèce, un empire, appelez ça comme vous le voulez. Les arachnides, ou pseudo-arachnides, ou parasites, insectes et autres surnoms du même genre, sont donc des entités extraterrestres qui ressemblent vaguement à des arachnides ou insectes géants et très agressifs. Ils sont à la base imaginés par Robert A. Heinlein pour son roman Starship Troopers, publié une première fois en 1959 en 2 parties sous le titre Starship Soldier. Le roman sera un best-seller et sera bien sûr adapté des années plus tard au cinéma, dont une première fois dès 1988 avec Ucho no Senshi, un OAV en 6 épisodes de Tetsuro Amino qui se veut être une retranscription fidèle du roman de Heinlein. Mais bien sûr, la saga à laquelle la plupart des gens pensent quand on évoque les parasites, c'est celle initiée par Paul Verhoeven en 1997 avec Starship Troopers, le film qui rendra ce titre célèbre au cinéma. Avec ce film, Verhoeven s'éloigne considérablement de l'esprit du roman, notamment sur son discours politique aux antipodes de celui très controversé de Heinlein, mais également avec sa dimension space opéra beaucoup plus appuyée. Starship Troopers version Verhoeven marquera le début d'une véritable franchise, principalement de direct-to-video, qui, après une série télé animée de 36 épisodes nommée Rogue Next Starship Troopers Chronicles, dont je ne tiendrai pas compte ici, continuera en 2004 avec Starship Troopers 2, Hero of the Federation, réalisé par Phil Tippett, oui, le Phil Tippett dont on parle beaucoup pour Mad God et qui avait bossé sur les effets spéciaux du Starship Trooper de 97 entre autres, puis en 2008 avec Starship Troopers 3, Marauder de Edward Neumeyer, le scénariste historique de la saga, puisqu'il a écrit tous les films sauf le 4e. D'ailleurs, les 4e et 5e épisodes sont des films d'animation. Starship Troopers Invasion, sorti en 2012 et réalisé par Shinji Aramaki, et Starship Troopers Traitor of Mars de Shinji Aramaki et Masaru Matsumoto, sorti en 2017 et qui est à ce jour toujours le dernier film de la série. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de nouveaux films, et d'ailleurs, un projet de remake-reboot semblait dans les tuyaux jusqu'à assez récemment. Une chimère qui repointe le bout de son nez toutes les X années. Et oui, les légendes semblant disparues renaissent parfois de leurs cendres. Comme ce fut le cas du mythique Métal Hurlant qui sponsorise cette vidéo. Métal Hurlant est un magazine français de bande dessinée de science-fiction fondé en 1974 par le trio légendaire Jean-Pierre Dionnet, Philippe Duriet et Mobius, qui a marqué durant plusieurs décennies le paysage français et même international, ainsi que la pop culture de son empreinte. Sans Métal Hurlant, Alien, Mad Max ou encore Blade Runner n'auraient certainement jamais vu le jour, du moins pas sous cette forme, rien que ça. Ces univers atypiques, aussi bien sur la forme que sur le fond, son mélange incroyable de talents pourtant tous différents les uns des autres, sa vision pionnière de la science-fiction sur bien des aspects, en ont fait un acteur primordial de la SF mondiale. Métal Hurlant est vraiment un phénomène qui dépasse les frontières, mais surtout les années.
Car même si le magazine a déjà été arrêté plusieurs fois au fil des années, il est de retour depuis 2021 sous la forme d'un MOOC trimestriel de presque 300 pages. Et vous aussi, vous avez l'occasion de visiter ces univers colorés et délirants, parfois terrifiants, de suivre leurs expérimentations et de découvrir les nouveaux talents qui évolueront, ou les anciens maîtres qui reviendront vous faire rêver ou cauchemarder. Et ce, à travers les différents thèmes de chaque numéro, comme le numéro 7, actuellement en kiosque, consacré aux monstres, ce qui ne devrait pas trop dépayser les habitués de la chaîne. Au menu, des histoires courtes et originales signées par une ribambelle d'auteurs contemporains, mais également des articles et des interviews autour du thème de chaque numéro. Pour vous procurer le numéro 7 spécial monstre et les précédents et les suivants, rendez-vous en kiosque ou en librairie, ou surtout, plus avantageux encore, sur metalhurlant.com, où l'abonnement vous permettra d'économiser 20% sur le prix de chaque numéro. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description, ne loupez pas cette opportunité de rejoindre le vaisseau Métal Hurlant et de partir à la conquête de nouveaux univers. Merci encore à Métal Hurlant d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est un véritable honneur pour moi. Et maintenant, nous pouvons revenir à nos terrifiantes bestioles. Quelle est l'histoire des arachnides de Starship Trooper en quelques mots ? A la base, les arachnides sont originaires du système et de la planète Klendatu, mais ont colonisé les systèmes voisins en balançant leurs spores ou leurs embryons, en quelque sorte, à travers l'espace. De cette façon, ils ont pu prendre le contrôle de plusieurs systèmes, même sans réellement maîtriser le voyage spatial. Alors que la Fédération des Citoyens Unis, qui est le nom choisi par la dictature militaire qui régit la Terre dans ce futur, agrandit peu à peu son territoire spatial, elle a fini par pénétrer le territoire arachnide, ce qui entraîna la colère de ce peuple extraterrestre extrêmement agressif. La Fédération opta dans un premier temps pour la fuite, quitta leur territoire et le décréta zone de quarantaine arachnide, interdisant de ce fait son accès à tous les humains. Seulement voilà, certains, dont une secte mormone extrémiste, voulurent échapper à l'influence, voire au contrôle, de la Fédération et décidèrent de braver cet ordre pour aller s'installer en plein cœur du monde arachnide. Les aliens réagirent alors en les massacrant sans aucune pitié, puis en balançant un astéroïde sur Terre qui s'écrasa sur la ville de Buenos Aires et fit des milliers de morts. Cette agression sonnera alors le début de la première guerre contre les insectes, nouvel ennemi juré des humains et de toutes leurs colonies. Et c'est de là que proviennent toutes les batailles que nous racontent les 5 films et la série animée. Mais jusqu'ici, je n'ai toujours pas raconté grand-chose à propos des arachnides. Comment une espèce animale, en apparence en tout cas, peut-elle rivaliser avec la toute-puissante humanité ? Eh bien, forcément, les arachnides ne sont pas de simples animaux. Par exemple, leur société ou empire se divise en sortes de castes et tous les individus ne sont pas mis sur un même pied d'égalité. Bon, forcément, le type d'individus que nous retrouvons le plus, ce sont les soldats, les guerriers, qui forment le gros de l'armée des arachnides et qui sont inspirés des araignées épéires-faciées, même s'ils n'ont que 6 pattes. Ils se reproduisent beaucoup et surtout très rapidement et sont dotés d'une intelligence très minime qui les rend faciles à commander par les insectes plus haut placés. Pour les entourer, il y a des tas d'autres insectes qui viennent composer le gros de l'armée. Les plasmas, les cuirassés, les scorpions, les bombardiers, les criquets. Ils ont beau avoir des tailles différentes, de même que leur rôle au sein de l'armée que nous verrons en détail dans quelques instants, ils ont le même statut et la même utilité que les guerriers de base. Ils forment l'armée des arachnides, ceux qu'on envoie au front pour se la donner avec les humains. Au-delà des soldats, nous retrouvons aussi des ouvriers inoffensifs sur le champ de bataille qui ont d'autres fonctions comme aider au transport ou creuser des galeries. Des soldats, des ouvriers, comme toute fourmilière qui se respecte finalement. Les arachnides ont donc bel et bien des ressemblances avec nos insectes terriens au-delà de leur apparence. Et vous allez voir que les similitudes ne s'arrêtent pas là. Il faut des arachnides plus évolués pour commander tout ce beau monde, forcément. Nous pouvons donc commencer par parler des cerveaux, sorte d'énormes larves boursouflées à peine capables de se déplacer, qui n'ont pour moyen de défense que des attaques psychiques ou leur capacité à contrôler les guerriers. On estime qu'ils sont l'équivalent d'un haut gradé dans l'armée arachnide, mais ils ne se contentent pas de ce rôle. Grâce à une sorte de trompe rétractable qu'ils plantent dans le crâne de leurs prisonniers humains, ils sont capables de leur aspirer la cervelle, et avec elle, toutes leurs connaissances, et peuvent donc en retirer des informations primordiales pour leur permettre de comprendre leur ennemi, ou pour pouvoir connaître leur plan à l'avance, tout simplement. Ajoutons à cela qu'ils sont même capables de communiquer avec des êtres humains en murmurant à leur oreille, et nous avons le parfait représentant du commandant insecte. Sauf qu'il y a encore plus haut gradé, évidemment. Nous comptons également la présence de reines insectes, encore un point commun avec la fourmilière, responsable de la ponte et parmi les plus hautes autorités de l'Empire arachnide. Elle commande, tout simplement. On ne sait pas exactement combien il y en a, mais forcément, elle ne représente qu'un pourcentage infime de l'armée arachnide. Pas comme les crabes ventouses, des arachnides de bien plus petite taille, dont la véritable place au sein de l'armée parasite est plus floue, même s'ils sont clairement très au-dessus des guerriers.
Leur rôle est d'infiltrer les factions ennemies, car ils prennent possession du corps des humains en entrant dans leur crâne pour les contrôler et se nourrir d'eux, jusqu'à provoquer la mort de l'hôte. L'idée étant non seulement de récupérer des informations dans l'esprit de leurs victimes, mais également de détruire des bataillons entiers de l'intérieur, ou pire, prendre possession d'un haut gradé de la Fédération. Ils font également office de donneurs d'ordre auprès des guerriers, même si cet aspect n'a pas forcément été très exploité dans les films. Enfin, nous avons la plus grosse bestiole possible chez les arachnides, du moins parmi les espèces connues. Une pseudo-divinité qui murmure à l'oreille de ses sujets comme à celle des humains, capable de leur faire perdre la raison, telle une entité Lovecraftienne. Je parle bien sûr du Betemekoital, une créature gigantesque, probablement unique ou presque, et qui se trouve au sommet de l'Empire arachnide. Elle conçoit les plans d'attaque, est reliée psychiquement au cerveau dont je parlais un petit peu plus tôt, et a donc des yeux partout sur leur territoire. Elle est pour la fin du conflit avec la Fédération, mais à sa façon. Elle ne veut pas signer de traité de paix, mais veut pacifier l'humanité pour reprendre ses propres mots. Ses pouvoirs sont tels que, par l'intermédiaire d'un cerveau capturé par les Terriens, elle manipulera le Sky Marshal Omar Anoke, chef suprême des armées de la Fédération, jusqu'à plus ou moins lui faire perdre la raison, dans le but de se servir de lui pour tout apprendre sur les humains et pour pouvoir gagner la guerre. Une divinité insectoïde qui murmure à l'oreille des humains, voilà un concept qui avait tout pour me plaire. Mais pour compléter un petit peu ces explications minimes, laissez-moi vous parler des capacités, des pouvoirs, des armes si vous voulez, de chacun de ces arachnides. Et croyez-moi, sur un champ de bataille, vous risquez fort de ne pas faire de vieux os face à eux. Bon, je vous ai déjà un peu décrit les talents dégradés, même si j'aimerais à nouveau insister sur la taille monumentale des rennes et surtout du Betemekoital, qui était tellement gigantesque que sur les radars, il se confondait avec la planète sur laquelle il se cachait. Pour le tuer, il aura fallu utiliser une toute nouvelle sorte de bombe capable de raser une planète entière. Et aussi bien lui que les rennes ont en plus le talent d'utiliser des cadavres humains pour parler aux autres terriens. Paye ton cauchemar. Mais ne croyez pas que les simples soldats soient en reste pour autant. Les guerriers de base sont déjà d'authentiques monstres, super rapides et très agressifs, ils sont dotés d'énormes mâchoires avec lesquelles ils scindent humains ou rochers en deux sans la moindre difficulté, sans compter leurs pattes avant avec lesquelles ils percent nos corps avec la même facilité. Les criquets leur sont très similaires, sauf qu'en plus, ils volent. Puis, nous avons les plasmas, des arachnides géants qui crachent leur plasma à travers l'espace, grâce auxquels ils peuvent s'en prendre à la flotte de la Fédération, ou, en le projetant sur les météores de la ceinture qui entoure Klendatu, peuvent les envoyer sur la Terre. Revenons également sur les scorpions, proches des plasmas, mais qui utilisent leur queue pour le balancer en moindre quantité. Nous avons aussi les bombardiers, aussi appelés kamikazes, de plus petits insectes mais tout aussi menaçants, qui se font tout simplement exploser, véritables grenades vivantes, au moment le plus propice lorsqu'ils sont proches d'ennemis. Enfin, nous avons les cuirassés, à nouveau, des arachnides de taille impressionnante, capables de cracher un acide inflammable ultra corrosif qui ne fait pas dans le détail et réduit les membres des soldats terriens, leurs armes et leurs armures en cendres. Tous les arachnides sont dotés d'une peau très dure qui les rend difficiles à tuer. Même les soldats de base demandent plusieurs dizaines de coups de feu en général avant de mourir. Et puis surtout, comme le disait la prof de biologie à Johnny Rico et ses camarades à l'école, les arachnides sont l'espèce parfaite. Ils n'ont aucun ego, ne connaissent pas la peur et la mort ne les fait pas reculer. Des individus qui ne vivent que pour le groupe, dont l'intelligence ne permet pas de prendre des décisions, et dont le sens du sacrifice prime sur tout le reste. En gros, les soldats idéaux, quoi. Ce sont d'ailleurs des valeurs très présentes dans le bouquin d'origine, et également dans le film de Verhoeven, même si dans celui-ci, on s'en moque ou on les détourne plutôt. Car la Fédération est finalement un antagoniste aussi effrayant et aussi puissant que l'Empire arachnide. Au fil des films, combien de hauts gradés ont utilisé la guerre et la menace arachnide pour gagner en galon, consolider leur position, servir leurs objectifs personnels au détriment de la sécurité ou du bonheur de ceux qu'ils sont censés protéger. Enfin bon, cela n'empêchera pas plusieurs de ses membres d'emmerder considérablement les arachnides sur le champ de bataille et de devenir, au fil du temps, leurs pires ennemis. Commençons avec le lieutenant Ratchak. À l'origine membre de l'infanterie mobile, il fit partie de l'expédition du premier contact lors de laquelle il perdit son bras. Il se reconvertit par la suite en tant que prof d'histoire et de philosophie morale et enseignera notamment aux futurs héros de guerre Carmen Ibanez, Dizzy Flores, Carl Jenkins et Johnny Rico. Après la destruction de Buenos Aires par les arachnides, il reviendra dans l'armée en tant que lieutenant de l'unité des Rognek, que rejoindront bientôt Johnny et Dizzy, bien entendu. En quelques jours seulement, il éliminera à lui seul une soixantaine d'arachnides, ce qui en dit long sur ses capacités, sans compter le fait qu'il sera pour beaucoup dans la montée en puissance de pas mal d'excellents soldats. Et même s'il finira par disparaître au combat, Ratchak aura à coup sûr marqué la guerre contre les arachnides de son empreinte. Puis le fait qu'il soit joué par le légendaire Michael Ironside ne vient rien gâcher, évidemment. Ensuite, parlons de Carl Jenkins. Ami d'enfance de Johnny Rico, il a toujours eu des capacités psychiques assez développées qui lui permirent de rejoindre rapidement l'intelligence militaire et de gravir les échelons tout aussi vite.
Il devint colonel puis général. C'est entre autres grâce à lui que l'existence des cerveaux fut découverte et il fit tout pour en capturer un, quitte à sacrifier des centaines de soldats, dont certains de ses anciens camarades de classe, ce qui fut loin de lui décrocher la moindre larme. Son travail prit une nouvelle ampleur quand il trouva un moyen d'exploiter les capacités des cerveaux et des reines pour lui-même réussir à contrôler des soldats arachnides. Une faculté qui le fit devenir instantanément terrifiant aux yeux des parasites qui cherchèrent à l'éliminer par tous les moyens, sans succès. Il mettra par la suite des bâtons dans les roues à la Sky Marshal Amy Snap, désireuse de sacrifier la planète Mars en utilisant une invasion arachnide dans le seul but de consolider sa position au sein de la Fédération. Il deviendra alors lui-même un Sky Marshal, rien que ça. Clairement l'un des plus grands ennemis de l'Empire arachnide et l'une des figures les plus importantes de la Fédération. Puis le fait qu'il soit joué par Neil Patrick Harris ne vient rien gâcher non plus, enfin bon bref t'as compris. Parlons maintenant du capitaine VJ Dax, aux multiples récompenses et titres de héros de guerre, puis considéré comme un paria après avoir tué un colonel un main nue suite à plusieurs mauvaises décisions alors qu'ils étaient en poste sur une planète en pleine zone de quarantaine arachnide. Il fut alors enfermé dans une cellule et abandonné seul dans un avant-poste, avant d'être libéré par l'unité Bravo 6, obligé de se réfugier sur place après avoir été attaqué par des arachnides. Dax leur fut d'une grande utilité, en les aidant à déployer tous les systèmes de sécurité de la base et en leur prêtant ses grandes capacités de commandement. Mais surtout, il fut d'une grande aide pour contrer les plans des crabes ventouses qui cherchaient à prendre le contrôle d'un général de la Fédération pour réussir à infiltrer celle-ci. Heureusement, Dax réussit à contrer ces plans avant de se sacrifier comme punition pour ses propres crimes de guerre. Toujours ce sens du sacrifice et de l'honneur à toute épreuve. Mais forcément, quand on parle d'ennemis des arachnides, nous sommes forcés de parler de Johnny Rico, le héros de la saga Starship Troopers. Vous en entendez parler depuis le début de la vidéo, et pour cause. C'est à travers ses yeux que nous avons suivi la majeure partie de la guerre contre les arachnides dans les films. Après ses études, il s'engagea dans l'infanterie mobile et après la destruction de Buenos Aires, où il avait vécu toute son enfance et où ses parents vivaient encore, il gravit petit à petit tous les échelons, depuis le troufion de base jusqu'à devenir finalement général. Il a servi avec et sous les ordres de certains soldats légendaires et a participé à plusieurs des campagnes les plus importantes de la guerre. La défaite à Klendatu ou Selarokusan, la capture du cerveau, la destruction de Betemekoital, puis celle d'une reine insecte, plusieurs missions de sauvetage dont celle de la planète Mars tout entière, etc. Mais surtout, il est passé maître dans l'art de survivre dans les situations désespérées et a toujours réussi à s'en sortir. Mieux encore, contrairement à la plupart de ses camarades, il a toujours gardé ses valeurs et n'a jamais hésité à braver les ordres de ses supérieurs quand ceux-ci lui semblaient mauvais. Il a d'ailleurs plusieurs fois été sanctionné, voire mis au trou, pour ses insubordinations. Comme quoi, il n'est pas juste un ennemi des arachnides, mais aussi celui de la Fédération, lorsque celle-ci pense plus à ses intérêts personnels qu'à ceux des gens qu'elle est censée protéger. Et c'est en cela que Johnny Rico est le véritable héros de Starship Troopers, parce qu'il est humain. Son sens du sacrifice ne lui est pas dicté par des règles militaires, mais par son humanité. Il se bat contre les arachnides, certes, mais également contre les injustices qui sévissent dans son propre camp, et notamment la façon dont sont traités ses camarades soldats par la hiérarchie, comme de la chair à canon. Une métaphore de la condition des petites gens face au pouvoir, tout simplement. Johnny Rico est le parfait représentant du peuple. Et justement, les arachnides eux-mêmes ont peut-être un côté métaphorique plus poussé qu'on ne pourrait le croire aux premiers abords. Eh bien, le génie dans Starship Troopers, c'est d'avoir utilisé des insectes géants pour représenter l'armée ennemie. Ça permet de les déshumaniser et de représenter plus facilement la bêtise de la guerre ou celle de l'armée de façon plus générale. Des soldats déshumanisés qui ne vivent que pour tuer ou mourir, ou pour représenter les intérêts d'un groupe qui perdent tout ego, toute personnalité, voire tout objectif personnel, qui n'agissent qu'en fonction des ordres donnés par la hiérarchie. Voilà ce que représente le soldat arachnide, et il n'est en cela pas vraiment différent du soldat humain envoyé par la Fédération, véritable dictature militaire qui prône également le sens du sacrifice et l'abandon total à la nation, et où seuls les hauts gradés, seul le sommet de la hiérarchie, ont leur mot à dire. Utiliser des insectes, et donc cet esprit de fourmilière dont on a déjà tant parlé dans cette vidéo, avec des individus qui sont chacun définis uniquement par leur rôle au sein de la société, pour incarner l'ennemi de cette humanité dystopique, c'est donc une idée de génie. Des créatures dépourvues de véritable intellect et de conscience personnelle, des créatures repoussantes que la plupart des gens détestent de base pour représenter l'armée et la guerre, bah oui, c'est assez génial. Mieux encore, l'utiliser pour représenter l'armée ennemie de la Fédération, cela fait penser à toutes les propagandes utilisées dans l'histoire pour caricaturer les ennemis désignés par le pouvoir, comme par exemple pour les communistes, au hasard. D'ailleurs, les arachnides représentent bien ces armées dont les soldats étaient prêts à se sacrifier pour leur patrie, leur armée n'avait pas peur de la mort face aux armées de la Fédération qui représentent ces troupes plus modernes, mieux entraînées, mais dont les soldats gardent tout de même une once de peur face à la mort. Puis bon, utiliser les insectes, ces créatures que nous écrasons sans vergogne dans la vie de tous les jours, juste parce qu'elles nous dégoûtent, nous répugnent, comme grand ennemi terrifiant, c'est plutôt une bonne idée de base.
Et c'est aussi pour toutes ces raisons que les arachnides sont une armée, une multitude d'individus, plutôt qu'un seul et unique antagoniste. Leur idée, leur concept même, c'est d'être une armée, voire même l'armée avec un grand A. Enfin bon, même si on met à part tous les discours sous-jacents à leurs conditions, ils restent tout simplement de terrifiants antagonistes. Les arachnides sont des extraterrestres hostiles, territoriaux, impitoyables et n'existent que pour l'expansion de leur espèce, la protection de leurs ruches et l'anéantissement ou l'asservissement de leurs ennemis. Sur le champ de bataille, l'affrontement contre ces créatures est des plus effrayants. Leur façon de combattre implique forcément des mutilations et démembrements effroyables qui feraient reculer plus d'un soldat. Ainsi, les scènes gore sont assez nombreuses dans les films, de même que les scènes infernales et cauchemardesques sur le champ de bataille, et mon petit traumatisme d'enfance vient sans aucun doute d'elles. Sans oublier que même au niveau de leur apparence, les arachnides sont terrifiants. Peu importe leur rôle dans l'armée, ils font peur. Sans compter leurs conditions d'insectes qui dès le départ inquiètent déjà plus d'un spectateur, ils sont juste repoussants. Et quand on rappelle que dans leur rang, nous comptons des créatures capables de prendre possession de nos corps presque à la Body Snatchers, ou des divinités Lovecraftiennes capables de s'infiltrer dans notre esprit, de nous faire perdre la raison, on comprend que les arachnides sont issus d'une longue lignée de créatures fantastiques terrifiantes, et qu'il est donc normal qu'ils soient si effrayants. Avec le film de Verhoeven, ils ont marqué plusieurs générations de spectateurs, dépassant de loin le cadre de la science-fiction ou de l'horreur, et sont devenus des méchants cultes du cinéma. Et avec ces suites, ils ont été un peu plus développés et leur soif de sang, leur perfidie, n'ont eu de cesse de provoquer des cauchemars. Pour toutes ces raisons, les arachnides sont devenus réels. Alors, soyez prudents la prochaine fois que vous écraserez des fourmis, une mouche ou une araignée. Il se pourrait que ces cousins d'une autre planète viennent les venger dans un futur plus ou moins proche. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit bestiaire de l'horreur, j'espère que vous l'aurez apprécié. Merci encore à Metal Hurlant d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'oubliez pas d'aller visiter le lien dans la description pour en savoir plus. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.